Yippee-ki-yay, motherfucker. Et non seulement t'es vulgaire, mais t'es ordinaire en plus. Dick Laurent is dead. Amis et amis cinéphiles, bonsoir, bienvenue dans Transmission, le 24e épisode, la table ronde cinéphile qui fait le grand écart entre, un petit grand écart en fait, entre la Suède et la Belgique, avec un petit détour par Chicago. Ce soir, une émission avec des choix éditoriaux, encore une fois très discutables, où nous avons mis de côté le nouveau film des frères Cohen et le nouveau film de Nadine Labaki, peut-être à tort. On ne sait pas, mais en tout cas, nous l'avons évincé du programme, au profit du Beautiful Boy de Felix van Groeningen, de Widows de Steve McQueen, aussi de Millennium de Fede Alvarez, et enfin, on parlera pour la première fois dans Transmission d'une production Netflix, The Outlooking, le film de David Mackenzie. Autour de moi, ce soir, en grande forme, nous allons jouer tous ensemble ce soir à un jeu qui s'appelle Choisis ton Steve McQueen. Julien Rombaud, bonsoir. Bonsoir. Penses-tu que Timothée Chalamet est le nouveau Steve McQueen ? Pas du tout, j'ai pas l'impression du tout que ce soit le même genre d'acteur, ni même le même être humain. Très bien. Et toi, Manu, penses-tu que Steve McQueen soit le nouveau Steve McQueen ? Le Steve McQueen du Steve McQueen. En tout cas, l'un des deux n'a pas le même nombre d'Oscars que l'autre. Merci, quelle répartie. Wouhou. On parlera aussi de Outlooking. Toi, Lucien, penses-tu que Chris Pine soit le nouveau Steve McQueen ? On est plus proche que les deux précédentes options, mais non. Merci bien pour cette petite introduction qui Queen. Donc nous allons commencer tout de suite avec Beautiful Boy, le film de Felix van Groeningen uit België. There are moments that I look at him, this kid that I raised, who I thought I knew inside and out, and I wonder who he is. I thought we were close. I thought we were closer than most fathers and sons. Why? I felt better than I ever had, so I just kept on doing it. This isn't us. This is not who we are. My son is out there somewhere, and I don't know what he's doing. Beautiful Boy, c'est le nouveau film du Belge Felix van Groeningen, après La merditude des choses, le succès international d'Alaba Monroe, qui s'appelait, je crois, qui était sorti d'abord sous le titre The Broken Circle Breakdown, et enfin Belgica, donc le dernier film qu'il a fait en Belgique avant de partir aux États-Unis, puisque Brad Pitt l'a embauché sous le nom de sa boîte Plan B pour ce nouveau film, donc qui s'appelle Beautiful Boy, qui est interprété par Steve Carell et Timothée Chalamet, donc la révélation de Call Me by Your Name. Cependant, Van Groeningen a pris avec lui son chef-op Ruben Impens et son monteur Nico Lennon, qui sont deux collaborateurs avec lesquels il travaille depuis son premier long-métrage Steven Sky. C'est adapté de deux livres, qui sont le livre de David Sheff, A Beautiful Boy, A Father's Journey Through His Son's Addiction. David Sheff est rédacteur au Rolling Stone Magazine. Et aussi l'écrit de son propre fils, donc qui s'appelle Nick Sheff, qui s'appelle Tweak Growing Up on Methamphetamines. Le scénario ici a été signé par Felix van Groeningen lui-même et Luke Davis, d'après ces deux récits authentiques. Donc ça raconte quoi ? C'est l'histoire de David, qui est interprété par Steve Carell, qui est le père de Nick, un garçon de 18 ans, mais qui est déjà polytoxicomane. L'histoire est étalée sur plusieurs années et raconte la dépendance progressive de Nick et surtout le combat de ses parents pour tenter de comprendre leur fils et d'essayer de le sortir de la dépendance. Julien, qu'as-tu pensé de ce film ? Alors j'ai trouvé que le premier plan qu'on voit annonce un peu le reste du film, c'est-à-dire que je vois un visage soucieux, une discussion assez psychologique déjà, et j'ai trouvé le film assez ennuyeux, voire très ennuyeux, sans beaucoup de surprises. Je trouve qu'il est peu mis en scène et qu'il y a un problème d'écriture dans ce film, qui nous balance un discours convenu sur la drogue et sur la moralité de la drogue. Je le trouve pas très profond et je pense que le film se repose un peu sur ces deux interprètes qui se complaient à filmer et qui ne sont pas mauvais par ailleurs, mais je trouve que dans l'écriture, ils n'évoluent pas énormément, c'est-à-dire qu'ils ont chacun un état qui varie très peu, j'ai l'impression. Et voilà, je trouve que le film ne dépasse pas les poncifs du genre,
je trouve que justement par rapport à son chef-op, il y a une belle douceur visuelle, et dans les caractères aussi qui quand même le caractère du père par rapport à la réaction de son fils est assez belle, je trouve. Et je trouve que ce qu'il sauve un tout petit peu, c'est son montage vis-à-vis des différentes époques qui va chercher dans les différentes époques de la vie de ce jeune garçon et de rapport à son père. Je trouve que ça dynamise le film. Heureusement, mais voilà, en gros je trouve que c'est assez tire-larme, assez pathos et qui cherche beaucoup trop l'émotion, un peu ce qu'on pouvait reprocher à Alabama Monroe, je trouve. Voilà, je peux encore dire des choses, mais je vais vous laisser la parole. Je sais pas s'il cherche tant à aller vers l'émotion, je trouve au contraire, c'est un des gros soucis du film, je trouve. Tu as une mise à distance totale tout le temps de cette relation avec ce père et ce fils, qui ne cesse de se répéter sur le même schéma tout du long. Donc tu n'as en fait aucune surprise très rapidement. Tu vas avoir le même schéma répétitif. Moi, c'est vraiment un film qui ronronne complètement. C'est pas un film déplaisant, mais c'est un film complètement anecdotique. Et plus le film défilait devant mes yeux, et puis je me disais, mais en fait, c'est quoi son point de vue? Qu'est-ce qu'il essaye de me raconter? Et tu découvres dans le générique final que c'est en fait un film un petit peu comme ce qu'on faisait dans les années 30-50, un film à vocation édifiante. Je ne suis jamais porté par l'émotion de Carell. Je trouve en plus qu'il le dirige de manière très monolithique. Il est toujours d'un bloc comme ça, très impassible. Donc il n'y a rien qui affleure comme émotion chez ce personnage-là. Et je trouve qu'il y a une des scènes qui est assez caractéristique pour moi de ce problème de point de vue. C'est une des scènes vers la toute fin du film où les deux parents, interprétés par Steve Carell et Maura Tierney, se rendent à une réunion de parents d'addicts. Et tu as les deux parents qui sont filmés. Une autre mère qui est filmée dans l'assistance en train de raconter son vécu que tu peux assimiler à celui de Steve Carell et de Maura Tierney. Et en fait, ils sont filmés sur le même angle de vue. C'est juste une sorte d'illustration d'un cas clinique, mais il ne s'est jamais relié émotionnellement. Et moi, je trouve que c'est vraiment le gros souci que j'ai avec ce film-là. Je suis d'accord avec des choses qui... J'ai pas vu le film en entier, mais de ce que j'en ai vu, je suis assez d'accord avec des choses qui viennent d'être dites par mes deux comparses. Moi, j'ai trouvé le film vraiment insupportable. Alors, pour rebondir sur ce que dit Manu sur Steve Carell, moi, c'est pas celui qui m'a le plus dérangé dans le film, c'est Timothée Chalamet, que me rendait dingue. Cette espèce de junkie minaudeur comme ça, c'est juste pas possible, c'est pas crédible un instant. Il essaye, Van Groningen, comme dans tous ses films, j'ai l'impression de construire l'émotion à travers une temporalité éclatée et des tubes pop toutes les 45 secondes. C'est son seul moyen d'apporter une vague émotion dans son film parce qu'il est incapable de la construire autrement. C'est le pire de Sundance, mais peut-être dans un plus bel écrin. J'ai quand même relevé l'un ou l'autre chant contre chant. Bien construit, entre autres dans un diner que je trouvais intéressant, mais bon là c'est quand même vraiment très 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 peu de choses. Et toi, Oli? Bah moi c'est assez dur parce que bon, moi non plus j'ai pas tellement aimé le film, mais vous en faites un espèce d'assassinat en règle. Je suis complètement d'accord avec vous que le film ronfle, qu'il ne se renouvelle jamais, qu'on est tout à fait dans des lieux communs, que c'est hyper attendu et que donc du coup c'est hyper ennuyeux, qu'il n'y a pas de point de vue en effet. En tout cas, il n'y a pas de point de vue émotionnel dans la direction, enfin dans la réalisation du film. Après, je me dis, moi je trouve Timothée Chalamet plutôt bon dans le film, j'avoue. Je trouve qu'il tombe pas dans l'overacting. Et je trouve que c'est peut-être un côté, c'est peut-être un bon calcul pour lui dans sa carrière d'avoir ce genre de rôle-là, parce que sans doute que dans sa carrière de mannequin peut-être, mais pas d'acteur. Et puis il est peut-être pas en overacting, mais il est peut-être en sous-acting par contre. Je suis pas sûr. Moi, franchement, je l'ai trouvé souvent sur le bon, le bon dosage, on va dire. Après, oui, c'est un film édifiant. C'est clair que c'est un film édifiant. Mais peut-être que nous, on est vieux et que des films sur la drogue, on en a vu plein. Et qu'on a déjà vu Christian F. ou Requiem for a Dream ou Panic at Needle Park, d'autres films sur la drogue qui sont chouettes. Mais peut-être que les gens, peut-être la jeune génération a besoin qu'on lui rappelle que la drogue, c'est mal. Je sais pas. Donc peut-être qu'on peut juste leur dire de revoir Panic at Needle Park. Oui, mais ils vont peut-être avoir moins d'accroche, tu vois, qu'avec Panic at Needle Park, qu'avec Timothée Chalamet, tu vois. Tu sens avec la date de sortie du film, tu sens vraiment que c'est un film produit pour les Oscars et qui a ce côté vraiment
truc un peu bourgeois, ronflant et pas très impliquant. Conventionnel, convenu. Oui, c'est clair. Bon, bref, pour finir ce que j'ai à dire, mais je suis d'accord avec vous. Hein, de nouveau, on n'est pas du tout dans un échange conflictuel ici. Je dirais que, en fait, la seule nouveauté, moi, j'appelle pas ça un point de vue, mais la seule variation du film, c'est que, en fait, la toxicomanie du jeune personnage n'est pas expliqué et inexplicable. C'est-à-dire que souvent dans ce genre de trucs édifiants, vous avez oui, mais quand j'étais petit, je me suis fait tripoter, ou oui, mais en fait, tu ne t'es pas assez occupé de moi, ce genre de truc. Ici, le père est toujours montré comme un père aimant, et cette espèce d'affliction qui est liée à la drogue, est liée à une espèce de profond mal-être qui est inhérent au personnage. Ouais, mais il n'ose pas aussi s'enfoncer dans ce monde, entre guillemets, qui est le il monde du regarde de gamin, loin. qui est le monde du gamin, parce que le film s'ouvre avec quelque chose qui se passe à peu près à la moitié du film, Oui, d'une manière complètement inexplicable d'ailleurs. D'une manière un peu inexplicable. Et tu te dis à un moment, ce père va faire le chemin pour aller découvrir le monde dans lequel est son fils. Et c'est vaguement esquissé. Esquissé, je suis d'accord. Avec une scène, mais qui est, je sais pas si elle n'est pas puritaine ou pas, mais elle est vraiment. Tu sens qu'il y a une sorte de côté très clean. Il n'ose pas du tout s'avancer là. Moi, à un moment, je me suis dit, il va faire un film comme le Hardcore de Paul Schrader, où le père on en est loin. Non, mais vraiment un film d'exploration comme ça d'un milieu que ce père ne connaît pas. Et non, il reste toujours à la surface. Non, mais je suis d'accord. Il y a une scène où le père va dans la chambre de son fils qui est parti à l'université et il ouvre une sorte de journal intime. Ouais. Quand tu disais qu'à un moment on peut croire, enfin on peut espérer que le père s'enfonce un peu là-dedans et que ça amène quelque chose au film, cette scène-là elle dit tout là-dessus. Il ouvre ce journal, on voit les choses qu'écrit son fils, qui sont en effet pas agréables à lire pour un père, bon voilà. Derrière une musique extrêmement dissonante qui va de plus en plus fort comme ça pour montrer que vraiment ça ne va pas, qui s'arrête sur quelques pages blanches. Il ferme le journal et la scène suivante, il va retrouver son fils. On est dans ce schéma-là tout le temps. L'avantage au moins de cette scène-là, je pense, c'est pas la pire. C'est pas la pire parce qu'au moins tu te dis quand il est en train de lire le journal intime de son fils, tu penses qu'il comprend que c'est un point de non-retour. Sauf qu'il va refaire une scène inversée au moment de l'effraction de la maison avec Timothée Chalamet qui va découvrir les notes de son père et il essaie vaguement de construire un truc avec Timothée Chalamet qui lit ses pages et il n'y a rien qui se passe, quoi. Il essaie de faire une mise en parallèle avec le père qui est à la piscine en même temps et il y a rien qui prend. Oui, non, moi c'est juste revenir sur cette question de Chalamet que je trouve vraiment. En fait, il m'a assez énervé. J'ai dit que les acteurs étaient pas mauvais pour être gentils, mais il m'a assez énervé et notamment dans cette incapacité ou en tout cas ce non changement d'émotion du tout du long. Alors c'est sûrement une question de direction d'acteur aussi, mais et puis d'écriture. D'écriture, ouais, bien sûr. Mais par exemple, on décrit la Crystal Meth, etc., comme euphorique, machin. Enfin bon, je vois jamais que ce gars est vraiment addict ou en tout cas a besoin de quelque chose. Il prend de l'ecstasy et tout de suite après il baise, quoi. Oui, bien sûr. Mais voilà, moi je me suis demandé à la fin du film s'il n'était pas soutenu, le film, je parle, par une œuvre caritative ou une campagne de bonne action. Mais vraiment, quoi. Ça fait vraiment ça, oui. C'est vrai que vraiment. On parlait j'avais parlé du film de Gus Van Sant plus tôt dans l'année en disant que ça faisait TV drama sur M6, mais on en était loin par rapport à ce film-là. Là, c'est un film punk à côté du film de Gus Van Sant. Hein. Il y a une scène aussi où il se pique dans sa chambre d'étudiant et puis déambule dans les rues. Avec de nouveau un goût musical comme ça, très sûr, qui donne une espèce de posture un peu désagréable. De posture désagréable. Lui, il est fringué hipster grungy comme ça, mais on croirait sortir d'un magazine de mode d'ado dans les années 90. Et alors, ok, il a la bouche entrouverte, mais il plisse quand même un peu l'œil comme ça. Enfin, c'est ridicule, oui, vraiment. Puis là, c'est ridicule. Pour ces posters de Nirvana, etc., dans sa chambre, je veux dire, c'est vraiment les premiers clichés qu'on peut attendre d'un personnage de junkie de 18 ans. On va vraiment pas du tout en profondeur là-dedans. La seule chose que j'ai aimé, moi, c'est, je ne sais pas si vous avez attendu la fin du générique, c'est quand même un magnifique poème de Bukowski qui est assez beau. Mais il lit Bukowski même dès le début. Oui, mais à la fin du générique, tout le poème qui arrive dans l'extrait du film est dit, malheureusement par Chalamet ou heureusement pour certaines personnes. Mais voilà, moi j'ai aimé l'entendre. Je suis resté debout dans la salle à regarder ça.
Bon, je propose qu'on termine sur cette note positive et qu'on enchaîne tout de suite avec le film de Steve McQueen, lequel vous le découvrirez dans quelques instants. You have no idea, do you? Or did you choose not to know? Your husband stole $2 million from me. This is about my life. This is about my life. And because it's about my life, it now becomes about yours. Après Hunger, Shame et la consécration 12 Years a Slave, beaucoup de cinéphiles étaient plutôt mi-chèvre, mi-chou par rapport à Steve McQueen. Mais c'est Steve McQueen, le réalisateur. Mais c'est la première fois qu'on en parle au sein de Transmission. Donc c'est un réalisateur capable de partis pris formels assez risqués, plutôt bien tenu, mais surtout très ostensible. On repense à la conversation de 20 minutes dans Hunger, ou le jogging dans Shame, ou la séquence du fouet dans 12 Years a Slave. Ici, il revient là où on ne l'attendait pas. Un polar adapté d'une série britannique des 80s que lui et sa co-scénariste Gillian Flynn, l'auteur de Gone Girl, ont transposé ici à Chicago. La photo est comme toujours avec Steve McQueen de Sean Bobbitt, qui avait donc signé celle de ses précédents films. Au casting, Viola Davis, Michelle Rodriguez, Elizabeth Debicki, Cynthia Erivo pour les filles, et pour les garçons, Liam Neeson, Colin Farrell, Daniel Kaluuya, je sais plus. Daniel, je crois. Daniel Kaluuya, et Robert Duval. Et oui, consigliere. Ça se passe à Chicago. Véronica est une femme dans la cinquantaine. Son mari, Harry Rawlings, donc qui est Liam Neeson, et 3 autres braqueurs de son gang se font tuer lors d'une fuite. Et dans cette même fuite, leur fourgon est détruit avec $2 millions qui appartiennent à un sale politicard véreux. Donc qui vient chercher ensuite Véronica, donc la veuve de Liam Neeson, et lui demande en gros de la dédommager, sinon il risque de lui arriver des malheurs. Donc du coup, Véronica monte un gang avec 2 autres veuves et essaie de récupérer en gros le dernier coup de son défunt mari. Voilà, c'était Lucien qui devait commencer sur le film. Je pense que je vais d'abord vite parler de Steve McQueen, qui est un mec qui vient de la vidéo. Steve McQueen, l'acteur de Bullitt. Donc il y a Steve McQueen 2, qui est un vidéographe que je trouve très, très intéressant. J'aimais beaucoup son premier film, Hunger. Enfin voilà, le mec sait créer des images, et moi c'est ce que j'attends au cinéma. Maintenant, j'ai l'impression que depuis son deuxième film, la force puissante de ses images et de sa mise en scène, à laquelle il faisait totalement confiance dans Hunger et à laquelle il se référait presque intégralement, il la délaisse de film en film pour j'imagine, essayer de toucher un public plus large, aller vers quelque chose de plus consensuel, entre guillemets. Et par là même, je trouve qu'il perd énormément en finesse et qu'il va vers vers la lourdeur. Ici, je trouve que c'est particulièrement le cas sur l'écriture de son film et sur les thèmes qu'il aborde. Alors, on sent que c'est un cinéaste qui se veut de son temps. Il veut parler de problématiques. Maintenant, pour moi, il se perd totalement là-dedans. Il en mélange beaucoup trop. Et à un moment, il est obligé de les appuyer au burin pour. De quelle thématique tu parles ? Ici, dans Les Veuves, le féminisme, le racisme, l'oppression, la corruption, la satire politique autour de la corruption, etc. L'Amérique Obama, la sectarisation autodestructrice, le deuil. Enfin voilà, il y en a pas mal, quoi. Il y en a d'autres probablement. Donc pour moi, voilà. Il se perd là-dedans. Maintenant, il y a des qualités au film. Je trouve d'abord, simplement, le film, je l'ai trouvé assez agréable à suivre, même si souvent très prévisible. J'ai trouvé Viola Davis assez bien dans le rôle. J'ai un problème de cast avec Liam Neeson, simplement parce que pour moi, il est associé systématiquement à ce genre de rôle, et du coup, on voit exactement quel type de personnage ça va être. Je sais que j'énumère énormément de problèmes alors que j'ai trouvé le film plutôt agréable, mais bon voilà. Je trouve que le mélange entre les deux intrigues, donc entre le côté veuve, braquage, etc., et le côté politique de l'histoire ne prend jamais vraiment. On sent qu'il y a une volonté scénaristique de mêler les deux, mais pour moi ça tient sur des bouts de ficelle.
Maintenant, pour moi, il y a beaucoup de moments, il y a de très très belles idées de mise en scène. Je pense entre autres à un plan séquence, deux longs plans qui filment le pare-brise d'une voiture dans lequel on ne voit que le reflet du ciel, qui donne toute une vue de la ville. C'est marrant parce que tu dis qu'il est lourd et pourtant là, oui, c'est ça, un truc qui est quelque part un peu lourd. Je dis pas que c'est mauvais, hein. Je dis juste que c'est une idée de mise en scène qui est voyante. Ouais. Tout le monde la voit. Mais moi, c'est ça que j'attends au cinéma, c'est qu'on me raconte des trucs à travers la mise en scène et qu'on soit pas obligé de me les appuyer à côté avec un discours. Un moment où Viola Davis dit à ses copines, on doit faire ça comme des hommes, montrer qu'on a des couilles, tu vois. Moi, c'est bon, le discours féministe, je l'avais déjà bien senti avant. Et à travers sa manière de gérer ses personnages, etc. Ce qui est une fort bonne chose. Hein. Donc voilà. Je vais vous laisser rebondir et je rebondirai sur parce que je pense que le film a des qualités. Qui veut prendre la parole? Je suis assez d'accord avec ce que tu dis, et principalement sur ce manque de direction précise. Je trouve qu'il oscille toujours entre le film de braquage, le thriller politique et la lecture féministe, et qui décide pas, ou alors comme tu dis, peut-être que c'est la greffe qui prend pas. Et du coup, malgré des très bonnes actrices et des super personnages féminins, je trouve, quelle est la spécificité de ce braquage féminin, par exemple? Je trouve qu'il passe un peu à la trappe. C'est-à-dire que qu'est-ce que tu aurais voulu qu'elles aient leurs règles pendant le braquage? Non, mais je ne vois pas ce que ça C'est quoi un braquage féminin? Mais c'est pas le braquage féminin, c'est-à-dire que mais non, c'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que je pense, avec toute la préparation, toute la construction du récit du film, que cette scène va être un point d'orgue et quelque chose de pour le très coup, important. Moi, je trouve qu'elle elle fonctionne vraiment bien, cette scène. Moi, je trouve qu'elle passe un peu à la trappe parce qu'elle est vite jouée et que ça prend pas autant de poids que ça pourrait l'être. Voilà, à part se tromper de code, etc., je vois pas vraiment ce que ça. Moi, je l'ai trouvé vraiment. Je trouve tout le film au niveau tension, au niveau rythmique, est assez tenu. Je trouve qu'il est tenu. Je trouve juste que j'aurais simplement aimé, ou je pense que cette scène méritait, selon moi, mais apparemment on n'est pas d'accord, et tant mieux, plus d'importance en fait. Mais bon, bref, à part ça, effectivement, je trouve que les actrices sont très bonnes, et j'ai eu un petit coup de cœur pour Elisabeth Debicki. Donc, non seulement son personnage que je trouve assez bien, assez savoureux dans le film, et comme actrice. Moi, ce que je note, c'est un peu ce que tu disais, c'est que je trouve que techniquement et dans la mise en scène, etc., c'est assez bien foutu, c'est assez impressionnant. Après, moi, il me laisse un peu de marbre parce que j'ai pas quelque chose auquel me raccrocher. Mais bon, je vois pas de défaut majeur au film. Je trouve que c'est un film, effectivement, qui se regarde avec du plaisir, etc. Mais par rapport aux femmes, je trouve que les personnages masculins, bien qu'effectivement ils décrivent un monde féminin, je trouve que les personnages hommes sont assez aussi passés à la trappe, et je mets du temps à comprendre qui ils sont et ce qu'ils ont à voir avec l'intrigue, etc. Ok, très bien. Bon, je vais arrêter un peu les conneries là. Donc, c'est un très bon film. C'est franchement un des meilleurs polars que j'ai vu depuis quand même un sacré bout de temps. Je trouve que c'est un film qui est très bien écrit, qui est constamment accrocheur, qui a des personnages hyper forts, qui a des personnages hyper épais, en pas grand-chose. Je trouve que c'est une super bonne nouvelle de voir Steve McQueen, justement, faire un film comme ça, faire un film d'intrigue polar policier où il faut brosser des choses, où il y a de l'ironie dramatique, où il y a des pay-in-pay-off, où c'est une construction savante de suspense. Enfin, le film n'est pas uniquement sur le suspense, mais c'est quand même un film qui est basé sur des révélations, etc., etc. Il y a une scène, notamment avec un chien qui gratte à une porte, que moi je trouve très bonne, parce que tous les enjeux ont été super bien exposés juste avant. Je trouve que c'est supérieurement interprété, je crois que je l'ai déjà dit. Je trouve que le climax, il te vole pas sur le climax. De nouveau, tu as un braquage qui est sacrément bien emballé. Il y a des sacrés retournements à l'intérieur même du braquage. Il est bien préparé, il est bien installé, parce que tu as vu le personnage avant. Ce personnage qui est interprété par cette jeune fille qui s'appelle Cynthia Erivo, je trouve génial la manière dont elle arrive dans le film, la fille qui court avec les cheveux courts, la manière dont elle est brossée, la manière dont elle arrive avec un temps de retard sur les autres. Je trouve ça très très bien. Je trouve que le personnage fonctionne en 2 secondes et demie. Je trouve aussi que Steve McQueen, de nouveau, fait
c'est clair qu'il est pas fin. C'est clair que c'est pas un mec fin. Et certains trucs sont un peu lourds. Colin Farrell, en espèce de corrompu blanc qui dit des mots hyper gras toutes les 2 secondes, il est un peu tout ça c'est mais il est presque rattrapé par son père, je trouve. Il y a des personnages qui sont un peu lourds, il y a des choses qui sont un peu lourdes, mais ce qu'il y a, c'est que de nouveau, en tant que réalisateur, il fait des choix, comme tu parlais de la scène de la voiture, j'en ai cité une, des mais il y en a choix des dizaines qui sont voyants, que tu vois, donc quelque part, ça te met en position de spectateur actif. Constamment, tu te dis « Ah tiens, qu'est-ce que ça me raconte ?» Et en fait, ça fonctionne à chaque fois. Parce que le personnage de Daniel Kaluuya, s'il est si horrible, c'est que tu as eu le plan séquence avec le rap avant. Quand il fait le plan d'accroche sur la bagnole, s'il te raconte ça, c'est pour, de nouveau, ancrer son film dans une réalité urbaine. C'est un mec qui te fait constamment de la mise en scène et qui te fait constamment passer des trucs par la mise en scène. Parfois, de manière un peu lourde, c'est vrai. Mais au moins, c'est un film qui est plein. Mais c'est là-dessus, je le trouve génial, et je me suis très mal exprimé au début, j'en suis conscient. Mais je préférais, par exemple, dans Hunger, où il faisait la même chose sans appuyer le truc, où je trouvais juste, il se contentait de raconter des choses par une mise en scène qui est extrêmement parlante, qui est extrêmement puissante, qui est extrêmement forte. L'intrigue de Hunger est beaucoup plus ténue que le film qu'on a ici. On est d'accord, le propos de Hunger était résumé dans une scène de 20 minutes au milieu du film qui était une conversation. C'est vrai, c'est pas vrai. Il y a cette scène, c'est vrai, mais elle est pas. Il y a tout ce qu'il y a autour, et tout ce qu'il y a autour, d'abord c'est une conversation, mais jamais elle est surappuyée comme c'est le cas dans les dialogues de Widows. Et surtout, avant même ces 20 minutes de conversation avec le prêtre, tout est posé, et tout est posé uniquement par la mise en scène. Enfin, si ce n'est la voix de Thatcher qui explique 2-3 trucs au début, c'est tout. Ici, sa mise en scène parle, et je trouve ça formidable, et je suis déçu qu'il se sente obligé d'appuyer appuyer son propos par d'autres moyens pour que ce soit bien compris par tout le monde. Je trouve ça plutôt rassurant d'un gars justement qui va pas s'enfermer dans un tour d'ivoire d'artistes, etc., et qui va essayer justement de s'ouvrir au plus large public, et c'est ce qu'il fait, je trouve, avec Widows, où il a cette humilité par rapport au genre, de servir avant tout ces personnages-là, parce qu'on a parlé juste avant d'un film qui ronronnait pour les Oscars. Là, moi, j'avais eu d'une certaine façon un peu peur du virage que pouvait avoir le cinéma de Steve McQueen, et là de le voir qui investit un film de genre avec autant d'humilité, en t'accrochant dès les premières secondes, avec une scène qui te place tous les personnages au cœur de l'action, il y a des cadres percutants qui constamment te happent. Moi je suis cueilli, et je demande que ça au cinéma, avec des personnages hyper forts. Alors oui, c'est peut-être quelquefois pas dans la nuance, mais ils sont incarnés, ils sont forts, en quelques scènes, ils te brossent ces personnages-là, c'est juste magnifique. Et pour le coup, on nous bassine à tour de bras à Hollywood en ce moment à base de Woman Empowerment. Là, c'est un putain de film féministe, oui, il l'assume complètement, il est question d'émancipation, tout ce qui va être lié au passif de leur mari. Voilà, le film constamment regorge d'idées, de cadres percutants, le moment où elles vont justement... percuter le van. Excellente scène. Il a des idées de cadre pour chaque fois dynamiser ces scènes d'action. Moi, c'est un régal. La scène, elle a beau durer 5 minutes en tout et pour tout. La scène de braquage, elle est géniale, je suis hyper impliqué dedans. Mais c'est par sa durée, à mon avis, que je suis déçu. Et oui, mais j'ai pas besoin qu'elle dure 20 minutes, du moment qu'elle est impliquante. Le personnage d'Elizabeth Debicki, la manière dont il l'a fait rentrer dans le récit, où tu la vois avec un œil au beurre noir, etc., tu comprends cette relation avec son mari, et comment, au fur et à mesure, elle va progresser dans son estime de soi, et comment elle va se révéler vraiment à toi de ce personnage qui pourrait a priori être un peu nunuche, un peu blonde, le cliché qui se révèle bien plus que ça, avec des superbes plans, notamment dans la baie de Chicago, reflétée sur vitre. Il y a quelques petits trucs qui m'embarrassent, peut-être à une première vision. Je trouve certains éléments de l'intrigue politique pas forcément toujours bien amenés, mais moi des personnages comme ça, j'en veux tous les jours, quoi. Ah non, mais carrément, je me suis juste très mal exprimé, simplement en commençant sur un point négatif, et du coup pour être clair, pour répondre à la question de Manu, ma déception vient du fait que j'ai d'énormes attentes par rapport à ce cinéaste. Moi, je préfère voir ça que de me dire qu'il va partir sur des grands films thématiques à chaque fois, et rester dans un certain petit confort de cinéma autoriste américain. Je préfère le voir investir ce genre de cinéma-là, et en plus, le cinéma populaire de divertissement a besoin de ce genre d'auteur, d'être investi par des gens qui ont quelque chose à dire, à montrer. On est absolument
d'accord et je suis très content aussi, ce qu'on n'a peut-être pas dit de manière très claire, mais t'en as parlé brièvement, je suis très content aussi que Steve McQueen aille vraiment dans le genre, qu'il effleurait depuis le début sans jamais aller dedans. Et j'ai pas l'impression que si il n'avait pas appuyé par le dialogue certaines de ces thématiques, le film aurait été moins grand public. Le film est grand public parce qu'il est passionnant, parce qu'il est attrayant, parce qu'il est Bien raconté. Parce qu'il est bien raconté, mais pas parce que il appuie son propos à travers quelques discours. Et il le faisait déjà auparavant dans ses films précédents. Hein. Il était insistant sur certains trucs. Hein, donc Oui, c'est pas... Ça a toujours été un cinéaste un peu lourd. Mais pas. D'accord. Passionnant. Mais passionnant, oui, ça c'est sûr. Très bien, merci pour cette discussion. On va passer tout de suite à un film beaucoup plus léger qui est le Millennium, ce qui ne me tue pas de Fede Alvarez. Are you not Elizabeth Salander, the writer of Wrongs? The girl who hurts men, who hurt women. I could never figure it out. Why did you help everyone? Why is it spiders don't get stuck in their own webs? Millennium, ce qui ne me tue pas, ou The Girl in the Spider's Web, c'est le nouveau film de l'Uruguayen passé aux USA, Fede Alvarez, après son remake de Evil Dead, qui n'était pas complètement catastrophique comme on pouvait l'attendre, et le très réussi par contre, celui-là, Don't Breathe, qui était sorti il y a 2 ou 3 ans. C'est un nouveau chapitre dans la saga Millennium, c'est l'adaptation d'une des suites des 3 fameux bouquins de Stieg Larsson, et je crois qu'il y a aussi des éléments du 2e bouquin dans le scénario de ici The Girl in the Spider's Web. On a fait un peu tabula rasa des anciennes adaptations parce que le casting est complètement revu. Après Noomi Rapace et Rooney Mara, c'est donc à Claire Foy que revient le rôle ici de Lisbeth Salander, la fameuse hackeuse charismatique. On voit aussi dans le film Class Bang, le mec de The Square. Vicky Krieps, la meuf de Phantom Thread, et aussi Sverrir Gudnason, dont tout le monde va très vite oublier le nom, dans le rôle de Michael Blomqvist, donc en reprenant le rôle de Michael Craig. Daniel Craig, pardon. Donc ça se passe à Stockholm. Lisbeth Salander est toujours une hackeuse surdouée et asociale qui joue les super-héroïnes en foutant des trempes à des types qui battent leurs femmes. Un jour, elle est engagée pour récupérer un programme qui révèle plein de secrets atomiques super dangereux et tout ça. Mais à peine elle a mis la main sur le MacGuffin qu'il y a des vilains méchants qui arrivent et qui font péter son appart. Alors, pour se sortir de là, elle va devoir faire appel à 2-3 potes, dont Michael Blomqvist, hein, et aussi affronter des secrets de son passé. Ce qui est bien maintenant, c'est que Oli donne son avis en pitchant le film. Oui, je deviens très Jérôme Garcin. Mais en même temps, on s'en fout puisque c'est moi qui vais commencer sur le film. Alors, c'est marrant de voir ce film-là juste après Les Veuves parce qu'on voit très bien ce qui fait la différence entre un polar incarné avec beaucoup de choses et un polar tout à fait générique. C'est aussi marrant que celui-là arrive après celui de Fincher. Ouais, enfin, mon celui de Fincher, maintenant, ça fait quelques années. Même si ici, le film, bizarrement, s'inscrit en fait très clairement dans la suite du film de Fincher, notamment par son générique de début. Enfin, il y a une copie conforme en moins bien, quoi. Tout à fait. Donc on sent ici très fort que c'est un film de commande, on sent très fort aussi l'envie, je trouve, de capitaliser sur une espèce de formule. On voudrait faire une espèce de film prototype pour suite multiple, en gros, j'ai l'impression qu'on est en train de poser des bases pour ça. Claire Foy, on en a parlé dans la dernière émission, qui était vraiment très bonne dans le film First Man, et ici assez transparente, je trouve. On est vraiment loin du côté animal que pouvait avoir Rooney Mara dans le film de David Fincher, et c'est la 2e fois qu'on cite le film de David Fincher. Ça va continuer. Après, bon, le film n'est pas complètement dénué de qualité. Ça se suit relativement sans trop de problèmes, même si à un moment ça s'essouffle quand même assez fort. Il y a quand même des problèmes de rythme, mais après il y a des scènes où Fede Alvarez, on l'a vu notamment dans Don't Breathe, il sait poser une scène, il sait poser des enjeux. Il y a des scènes qui en elles-mêmes tiennent le coup. Je pense notamment à une scène dans la salle de bain, justement avec le mec de The Square, la Class Bang. Il y a aussi la scène dans l'aéroport qui fonctionne pas mal, celle où Lisbeth Salander va délivrer un de ses futurs potes qui fonctionne, je trouve, assez bien. Voilà, après, il y a des trucs qui sont complètement... qui marchent pas du tout. Michael Blomqvist, donc il a rien à faire dans l'histoire. L'acteur est nul. On fait monter une espèce de triangle amoureux qui ne sert absolument à rien.
Et surtout par rapport aux veuves. Donc Les Veuves est un film qui est plein de personnages très forts, qui est soulevé par en effet des considérations et des enjeux contemporains, qui est traversé en effet de plein de thèmes, parfois de manière assez lourde. Ici, il n'y a rien. On est vraiment dans un polar générique une espèce de roman de gare de très mauvaise qualité. Voilà. Même si... pour le coup, c'est le truc assez fidèle par rapport au roman originel. Voilà, sans doute, que je n'ai pas lu. Voilà, je vous laisse. Tu fais la comparaison avec le film de Steve McQueen. Je pense que Alvarez n'est pas dans la même position que Steve McQueen quand il fait le film. Tu es clairement sur un film de commande. Je pense qu'il a une marge de manœuvre très limitée sur ce film-là. Et c'est vrai que c'est un film qui est une déception complète quand tu as aimé son film précédent, quoi. C'est un film tout à fait générique qui accumule tous les poncifs du genre. Tu as l'impression de voir un mauvais actionneur des années 90, quoi. Ça fait un peu mal. Alors oui, de temps en temps, tu le vois émerger. Tu vois qu'il y a un cinéaste derrière la barre par quelques scènes, au tout début du film, où tu as ce mari qui se déplace dans sa cuisine et la manière dont il révèle la femme par le cadre. Tu as des petites idées régulièrement, des petites idées ludiques, tout ce qui tourne autour des nouvelles technologies, notamment une course-poursuite avec un hacking de bagnole. Tu as des petites idées régulières où il a des petites idées ludiques qui relancent un petit peu le truc. Mais c'est long, c'est brouillon, ça part dans tous les sens sans jamais rien raconter. Il y a une volonté, tu sens, de faire un blockbuster un peu adulte avec un peu plus de violence, de sexe, mais là aussi c'est relativement prudent, ça va pas très loin dans quelque chose de vicieux ou de malaisant. Moi, si le film avait été à l'image de cette scène de début où c'était justement qu'une nénette qui se venge, j'aurais pris ça, sauf que ça s'égare avec des rebondissements à base de CIA, de missiles, de trucs complètement improbables, qui fait que j'espère qu'il va retourner, Alvarez, à des projets un peu plus habités, qui tiennent de bout en bout, et pas faire le shooter sur des films comme ça. Moi, j'avais déjà des soucis avec le film d'origine, le film de Fincher, parce que je trouve que la base est tellement mauvaise en termes d'intrigue. Il y a un personnage charismatique. Fincher s'en tirait de ce gloubi-boulga d'intrigue de roman de gare totalement lourdingue, parce que il faisait un film plus de personnages, mais je trouve qu'il en faisait un film d'auteur, enfin de Fincher. Il en faisait un film de personnages, mais malgré tout, tu te coltinais quand même des rebondissements sacrément lourds à avaler. Je trouve que c'était un film très décevant dans son intrigue. Là, le problème, c'est que il n'a pas les personnages et son intrigue est complètement à l'image des bouquins, et donc il n'y a rien. Ouais. J'avais déjà pas grand chose à ajouter après Olivier, mais alors après Manu, là c'est fini. En effet, on sent une première partie qui aimerait rebondir sur l'opus précédent, puis très rapidement on sent le hachoir hollywoodien qui bouffe tout. Il reste en effet quelques vagues idées de mise en scène élégante, mais il faut vouloir les chercher pour les trouver. En effet, Claire Foy, moi elle est complètement à côté de la plaque, mais c'est surtout aussi un problème le personnage est pas du tout écrit dans celui-là, là où il l'était beaucoup plus pour Rooney Mara. Toutes les spécificités et les réflexions autour de cette héroïne sont juste passées à la trappe, il en reste absolument rien. Gros problème de casse dans son ensemble, particulièrement sur Michael Blomqvist, qui est juste c'est hallucinant que ce mec ait un rôle dans un film. Enfin bon, voilà. Heureusement qu'il ne nous écoutera jamais, ce garçon. Probablement, il est peut-être très sympathique, mais... donc voilà, peut-être qu'il sait jouer, mais c'est juste que là, il est très mal casté. Ouais. Julien, autre chose ? Merci. Non. Comme chef-d'œuvre. J'ai adoré. Non, je rigole. Non, je suis d'accord avec vous sur le manque de consistance de l'héroïne, cet acteur, son rôle qui n'a pas grand-chose à faire. Donc je vais juste parler. Ça a été un tout petit peu évoqué. Moi, j'ai deux scènes qui me plaisent pas mal, et effectivement, c'est bon. Alors à des degrés différents, parce que j'ai dit que l'ouverture et la fin de Widows me plaisaient beaucoup. Ici, je dirais pas ça, mais par contre, je trouve que l'ouverture du film plante bien le décor, plante bien les enjeux. Et que tu parles pas du flashback, tu parles de la première apparition de Lisbeth Salander vieille. Non, je parle du flashback que tu as détesté.
Non, je l'ai pas détesté. Je l'ai trouvé horrible. efficace. Ah non, moi j'ai trouvé ignoble ce truc. Je me suis dit, oh putain. Alors moi j'ai ni vu ni lu, enfin je veux dire j'ai pas vu les antécédents etc. Donc je peux pas faire la comparaison avec Rooney Mara etc. Et ni avec les personnages. Je m'attendais à quelque chose de très mauvais et je trouve que la première scène plante quand même quelque chose et je me dis qu'effectivement ça va être lisible et clair au moins. Et effectivement après il y a tellement de superflu, de trucs qui viennent brouiller le film que j'ai pas compris grand chose. Et j'aime aussi la scène de fin, enfin c'est pas exactement la scène de fin mais la scène des deuxièmes disons retrouvailles des sœurs, où je trouve que là avec peu de choses il crée une belle scène de cinéma et en plus les enjeux de la scène sont existants. J'aime bien aussi la dernière image mais c'est assez pauvre par rapport à l'ensemble du film. Eh bien, après cet enterrement, un peu triste, on va maintenant parler d'un film qui est sorti sur Netflix, The Outlaw King de David Mackenzie. On n'a pas dit que Fede Alvarez préparait un film que va adorer Lucien parce qu'il prépare le remake de Labyrinthe. Et cette fois-ci, ça va être Justin Bieber qui va jouer le rôle de David Bowie. Robert the Bruce is an outlaw. Any man or woman who would give shelter to him or his ranks is to be executed without trial. The people are desperate for justice. I serve Robert Bruce! Join us to free our I have 50 men to fight the strongest dog in the world. This is how we do it. The Outlaw King, c'est donc le nouveau film de David Mackenzie, après Comancheria, qui avait été ardemment défendu à cette table, ou encore un autre film qu'il avait fait avant, Les Poings contre les murs. Donc, je l'ai déjà dit, mais donc chez nous, il est sorti directement sur Netflix, à l'instar du prochain Roma, mais nous avons décidé de mettre ce film au programme, quand bien même. Le film est avec Chris Pine, Aaron Taylor-Johnson, qu'on avait vu dans The Wall, de Doug Liman, et encore une jeune actrice qui s'appelle Florence Pugh, qui avait joué dans The Young Lady de William Oldroyd et qui avait eu une très bonne presse. Lady Macbeth aussi, il était connu sous le titre Lady Macbeth. Donc ça se passe au XIVe siècle, peu après les événements vus dans le Braveheart de Mel Gibson, n'est-ce pas? Et donc c'est le personnage de Chris Pine qui joue donc un noblion écossais qui s'appelle Robert le Bruce. Robert de Bruce. Robert de Bruce. Donc Robert de Bruce est mis à la tête de l'Écosse, marié à Inès du roi d'Angleterre, puis se fait couronner roi indépendant et donc hors la loi aux yeux des Anglais. Il est donc contraint à se battre pour sauver son peuple de l'envahisseur anglais et rassemble une troupe de soldats hétéroclites pour faire la guerre au roi Édouard Ier, à son fils le prince de Galles et à toute leur armée. Manu va commencer sur ce film. Qu'as-tu pensé du film à propos de Robert de Bruce? Moi, c'est un peu comme avec le film de McQueen, hein, c'est ma cam à 200%. Après défier des guns, tu me mets des mecs en épée dans la boue, je suis au 7e ciel, quoi. Je trouve que c'est un film qui a une grande puissance d'évocation, qui oublie jamais de faire du cinéma, avec un souffle épique, romanesque tout du long, avec une économie de moyens assez stupéfiante, à l'image du plan séquence qui ouvre le film, qui à aucun moment ne s'appuie sur une forme de virtuosité, mais souligne les différents enjeux qui se lient ou vont se délier entre les personnages. Comme dans le film de McQueen, je suis cueilli par ses premières minutes, je suis happé par le film. Je trouve la manière qu'a Mackenzie de capter tous les non-dits à travers les regards des personnages ou leur placement dans l'espace, notamment ce plan séquence qui se termine avec cet échange de regards entre le père et le fils. Je trouve derrière ce chapitre historique sur l'indépendance de l'Écosse, c'est aussi vraiment un film où tu retrouves tout le cinéma de Mackenzie, qui était déjà à l'œuvre dans Des Poings contre les murs, dans Comancheria, cette histoire de filiation, de rapport au père ou au frère, cette idée d'émancipation qui est jouée vraiment à tous les niveaux, je trouve, jusqu'au plus intime, celle de la relation amoureuse qui va se nouer entre Robert le Bruce et sa femme, avec ce mariage arrangé, mais je trouve qu'il y a une vraie modernité dans l'approche dont il dépeint cette relation qui est naissante, sans jamais tourner le dos à une tradition que tu peux avoir dans les films de chevalerie de l'amour courtois, qui m'a fait penser par moments à ce très beau film de Jane Austen qui est Promenade avec l'amour et la mort. Ouais, je trouve que cette relation intime débouche sur une très belle scène de déclaration d'amour de la femme de Robert le Bruce où elle se réclame
comme son égal à lui en lui déclarant son amour, où elle s'accommode en fait de ce mariage arrangé, mais parce qu'elle l'a choisi. Ce rapport de filiation et d'émancipation, tu le retrouves aussi dans le rapport que Robert Le Bruce a à son père, mais aussi qu'a le prince Édouard du côté anglais avec le sien, avec notamment 2 très belles scènes d'adieu. Tu vois dans ces 2 scènes, tu vois la manière dont je trouve qu'a Mackenzie d'investir complètement un film avec une justesse dans la peinture des sentiments, la direction d'acteur qui est, je trouve, au cordeau. Je trouve que c'est aussi un film qui n'oublie jamais d'être spectaculaire, avec une violence qui est brutale, qui fait mal, qui impacte réellement, notamment avec cet affrontement final assez dantesque où il dépeint une brutalité, où tu es vraiment dans une logique complètement de chaos total, avec des cascades équestres de malades, quoi. Mais je trouve que c'est une des rares scènes de guerre dans un film où à un moment je me suis dit mais les mecs ils vont pas tuer l'ennemi, ils vont juste s'entretuer. Il y a une telle logique de chaos à l'œuvre sur ce champ de bataille que voilà. Mais voilà, je vais laisser un peu de place au Mel Gibson de la critique. Me voilà, le bien nommé. Je vais dire beaucoup de choses que tu as dit, je crois. Je trouve que c'est vraiment un grand film épique et populaire et j'ai beaucoup aimé. Notamment déjà l'entrée dans le film, la fluidité de cette première séquence et tout ce qui a rapport avec ce mélange entre, comme tu l'as dit, l'intimité, l'histoire, le fond, la forme. Je trouve qu'il y a une super utilisation des plans séquences, mais aussi de la caméra à l'épaule, qui nous donne une immersion complète, qui nous plonge dans le film. Je trouve qu'on est vraiment très vite accroché. Et je trouve qu'il est très fort dans, j'allais dire la dichotomie, en tout cas le rapport entre, pas la lourdeur, mais la dureté, peut-être la dureté du film et sa subtilité. J'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé aussi cette actrice et je trouve qu'il y a une très, très, très forte efficacité narrative avec très peu de choses, comment ils introduisent des personnages, et notamment cette actrice. Elle a 2 premières scènes, une où elle s'interpose avec un soldat et une où elle lui dit en gros, même si on s'est choisi, moi je te choisis et je reste, bon, sans spoiler. Voilà, je trouve qu'avec très peu de choses, il raconte beaucoup. Il y a une scène que je trouve absolument magnifique, c'est cette scène d'embuscade dans l'eau, et pareil dans la manière dont elle est mise en scène, dans la manière dont il nous amène à ça, et le mouvement, la fuite de certains personnages, je trouve ça assez beau, et comment il fait jaillir l'émotion, justement pas du tout en allant la chercher, pas du tout en la soulignant. Et voilà, en gros, je note aussi la scène de fin, la boule, ça soigne vraiment, et je trouve qu'il nous donne à voir cette boucherie, cette horreur, l'infâme, comment il construit les choses, avec comment il place ces éléments dans une première partie pour que la deuxième partie soit complètement dans l'action. Je trouve ça assez remarquable, et je vais finir en disant ça, c'est que je trouve que c'est vraiment un film qui laisse place au mouvement, à l'action, et qui se traduit vraiment en mouvement et en action, et non pas en verbe, en mots. C'est très bien, très très bien. Encore une fois, je suis assez d'accord avec vous dans l'ensemble. Je vais revenir sur 2-3 trucs. J'ai peut-être l'un ou l'autre petit bémol à soulever. Je trouve en effet que c'est ce que vous venez de dire, cette volonté ultra réaliste, voire presque naturaliste à certains moments. La bataille finale, en effet hallucinante de réalisme et de cruauté. Je pense, je peux dire que j'ai rarement vu ça au cinéma, même si je ne l'ai pas vu au cinéma. Mackenzie adapte son style au récit qui lui est donné. Il a un peu toujours fait ça, je trouve qu'il fait ça fort bien ici. Il y a aussi un rapport intéressant à la violence qui est indissociable de toute révolution, en tout cas ce que semble vouloir dire Mackenzie de manière plus ou moins régulière. Il parle aussi de l'oppression du pouvoir sur les petits, qui est un peu un thème récurrent, que ce soit déjà dans Les Points contre les murs ou dans Comancheria, à travers donc la violence physique, corporelle, et les conséquences que ça peut avoir sur l'intériorité de ces personnages. C'est un truc qui a l'air de le passionner, je trouve que ça se voit à l'écran. Maintenant, c'est cette idée que je trouve très belle à certains instants, et par exemple dans le premier plan séquence du film. Moi, il me faut les 5 minutes du plan séquence jusqu'aux derniers instants de ce plan séquence, que je trouve vraiment très belle pour rentrer dedans. Parce que jusque-là, et à certains moments ça revient dans le film, cette espèce de proximité me pousse un peu à voir la mise en place,
à voir le décor, à voir le mouvement de caméra, à voir comment ils ont dû... et bon, voilà, ça c'est un dommage collatéral, je veux dire. Mais... Justement, il a une façon de concevoir ces scènes qui sont en plan séquence, où t'es pas dans un côté opératique à la De Palma, où tu as vraiment une forme qui s'impose et que j'adore chez De Palma. Je sais pas du tout, on va pas prendre De Palma pour dénigrer du De Palma là, mais c'est juste qu'il n'y a pas une notion opératique. Je trouve qu'il y a un côté très pas lofi, mais de ce type de plan séquence, mais à la fois il est d'une justesse, il est toujours au bon endroit dans les rapports de pouvoir entre les personnages, les regards qui s'échangent, etc. Comment il te construit en fait tout ce qui va se déployer dans le film. De manière, en fait, t'as beau passer par du verbe entre les personnages, en fait, tout est dit dans l'entre-deux, dans les déplacements de caméra, dans les mouvements des personnages, tout ce texte est là. Là-dessus, je suis d'accord. Chez De Palma, il y a un côté peut-être plus... peut-être justement le côté encore plus opératique qu'il y a chez De Palma ne me dérange pas. Enfin, je dis pas qu'ici ça me dérange, enfin si, ça me dérange dans le sens où... Mais je pense que c'est plus lié simplement au fait que tout ça soit en costume, soit en décor, et que ces mouvements de caméra dans cet univers-là sont plus visibles pour moi. Ça va de corps avec toute la direction artistique. Je trouve que ça appuie vraiment cet ancrage assez réaliste du récit, où il ne se repose pas dessus, mais qu'il ancre vachement plus. Pour avoir revu, par exemple, un film que j'aime beaucoup comme Braveheart, je trouve que Braveheart souffre par moments d'une direction artistique qui n'est pas toujours tenue tout du long, qui pose problème dans son ancrage. Là, pour le coup, j'ai vraiment un ancrage qui... tout du long, qui me fait jamais douter. Ça me réjouit de voir ces films-là. Le seul truc qui me déçoit, c'est de me dire que ce genre de film-là, tu le découvres sur un petit écran sur Netflix avec toutes les nuisances que peuvent produire ce type de visionnage, quoi. Et ça, ouais, on peut vachement le regretter de ne pas avoir vu ce film sur grand écran. C'est quand même assez dommage. J'ai vu que c'était écrit par notamment David Harrower, qui est un brillant écrivain de théâtre, puisqu'il écrit sur le film, et ça m'a pas étonné du coup en l'ayant vu après au générique par les qualités d'écriture du film, voilà, tout simplement. Très bien, merci messieurs. Donc un film à rattraper pour moi qui ne regarde jamais de film à la maison, jamais. On va passer au conseil. Et bien voilà, pour finir ce numéro en beauté, nous allons faire un petit tour de conseils. Lucien, qu'as-tu à nous conseiller ? J'ai découvert dernièrement un film de Vincente Minnelli que je n'avais jamais vu auparavant, qui s'appelle Home from the Hill, celui par qui le scandale arrive, et ça parle de 2 morts, puisque Vincente Minnelli et Robert Mitchum ne sont plus parmi nous. Je me suis vraiment demandé si c'était pas, avec La Nuit du Chasseur, le plus grand rôle de Mitchum. C'est un film qui questionne la masculinité dans l'imaginaire américain, c'est assez passionnant. Je pense que Minnelli est un immense metteur en scène, évidemment. Je suis pas toujours très client de ces comédies musicales. J'aime bien ses mélos, mais je trouve que là il est il apporte une forme de flamboyance de la comédie musicale dans un truc d'une noirceur fondamentale, et cette espèce de mélange est assez génial. Donc Home from the Hill de Vincente Minnelli. Très bien, merci. Monsieur Manuelas. Je vais faire très court aussi. Je vais vous conseiller un film qui est actuellement en salle, qui s'appelle Sauver ou périr, qui est le 2e long métrage de cinéma de Frédéric Tellier, qui a fait beaucoup de télé, qui a été notamment directeur artistique pour Olivier Marchal sur, si je ne me trompe pas, sur Quai des Orfèvres, qui avait signé un premier film qui s'appelait L'affaire SK1, qui était déjà un film qui m'avait intéressé. Et là, je trouve qu'il passe un stade au-dessus, qui est avec ce film Sauver ou périr, qui décrit le parcours d'un sapeur-pompier interprété par Pierre Ninet. Donc déjà, moi, il y a un truc que je trouve assez fascinant, intéressant, qui est de te décrire un corps de métier. Dès le début du film, tu as toute une première partie où on est vraiment dans cette vie de caserne avec ce personnage-là. Et puis, à mesure, ce personnage qui se construit dans son métier, qui a construit sa vie tout autour de ce métier, auquel va arriver un événement qui va briser sa vie, et comment Tellier, en fait, organise son film pour montrer, en fait, ce qui fait de nous
des humains, ce qui entre guillemets, ce qui nous rapproche les uns des autres, et la manière dont il dépeint ça à travers toutes les scènes et le parcours de croix de ce personnage-là est assez beau, parce que c'est un film qui va malgré tout vers la lumière, malgré le tragique de la situation du personnage, et c'est vraiment un film, je trouve, magnifique dans la justesse qu'il a sur les émotions de ces personnages, qui a la distance juste pour délivrer cette émotion. Voilà, c'est un film qui m'a accueilli, qui m'a longuement ému tout au long de la séance. Voilà, je trouve que c'est un parti pris assez casse-gueule, dans lequel il en sort toujours grandi. Pierre Ninet est fabuleux dedans, Anaïs Desmoustiers aussi. C'est vraiment un film français, je pense que c'est le meilleur film français que j'ai vu de l'année. Voilà. Eh bien, pour continuer dans le cinéma français, et puisque c'est bientôt Noël, la série de Bertrand Tavernier, Voyage à travers le cinéma français, est sortie, n'est-ce pas, en DVD et en Blu-ray. Donc, après le film qui était sorti il y a de ça quelques années, où il parlait notamment avec un enthousiasme communicatif, n'est-ce pas, de Jean Renoir ou de Claude Sautet et de Duvivier. Ici, il revient donc en 8 épisodes sur les films de la Continentale ou des œuvres de Jean Grémillon ou de Max Ophuls ou aussi de Marcel Pagnol. Donc ça reste très 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 intéressant, puisqu'il y a moult extraits et descriptions enthousiastes et en même temps précises, sans trop d'emphase. Voilà. Non, je ne t'engueule pas, c'est parce que tu as tellement d'emphase, Effectivement. Julien. Et quel est ton conseil ? Bon, je ne vais pas être très original, mais je vais parler de Bernardo Bertolucci, ce grand cinéaste qui nous a quittés. Alors, on est obligé de parler de Nicolas Roeg, alors ? Tu pourras le faire après, moi je vais parler de Bertolucci. Et principalement du film 1900. Donc je ne sais pas comment mon frère m'a convaincu de regarder ce film de 5 heures à 10 ans, mais voilà, on l'a vu en 2 fois et on a regardé ce film en famille. Donc avec cet arrière-plan historique, cette réalité brutale, et c'était pour moi un de mes premiers contacts avec un cinéma à la fois populaire et à la fois transgressif. J'ai pas grand chose à dire, tout ce que je sais c'est qu'effectivement des images m'ont hanté assez longtemps, et ça reste vraiment un de mes grands souvenirs de cinéma. Donc on peut regarder 1900 comme Le Dernier Tango à Paris, comme le Conformiste, le Conformiste, qui sont des très grands films. Sauf qu'un des trois n'est quand même pas un bon film. En tout cas, moi je les aime tous les trois beaucoup. Avec un des méchants, des plus ignobles de l'histoire du cinéma, je crois, dans le personnage de Donald Sutherland, qui lui-même joue dans Ne me retournez pas de Nicolas Roeg, à voir aussi évidemment. Revoyez les films de Nicolas Roeg, puisque en fait ce type de cinéma aussi aventureux nous manque aujourd'hui, je pense. Allez, merci beaucoup de nous avoir suivis pour ce nouvel épisode de Transmission, et on se retrouvera très très bientôt, avant même 2019. Merci à tous et au revoir.